Passons justement à l'étude des corps composés, en commençant par les composés hydrogénés. Là, ce qu'on peut dire, c'est que les propriétés de l'H2O vont se distinguer des propriétés de l'H2S, de l'H2SE et de la H2TE, respectivement sulfure d'hydrogène, sélénure d'hydrogène et les tellurures d'hydrogène. Ces trois composés hydrogénés se présentent sous forme de gaz incolore, à odeur agressive, très désagréable. Il s'agit aussi de gaz qui sont toxiques, tandis que l'eau, comme vous le savez, donc, va se présenter sous forme liquide, incolore, inodore et bien entendu non toxique. Les points de fusion et les points d'ébullition qui sont relativement élevés de l'eau par rapport à celle des autres composés hydrogénés s'explique notamment par la possibilité des molécules d'eau à former des liaisons hydrogènes entre elles. On va justement parler de la molécule d'eau. Tout d'abord du moment dipolaire de cette molécule, en raison de la différence d'électronégativité entre l'atome d'oxygène et les atomes d'hydrogène d'un côté, et l'angle qui est formé entre les deux liaisons, donc OH, un angle à peu près de 105 degrés Celsius. Pour ce qui est des propriétés, en dehors donc des propriétés physiques, l'état de phase de l'eau dans les conditions ambiantes qui est liquide, l'eau elle est également incolore, inodore et insipide, avec des enthalpies de fusion et d'évaporation qui sont élevées. Cette dernière propriété également est due à l'existence des liaisons hydrogènes entre les différentes molécules d'eau. L'eau présente également la propriété de solvant. Elle va dissoudre donc la plupart des composés ioniques et plusieurs composés covalents. Le pouvoir du solvant est dû en partie à la forte polarité de la liaison OH, donc l'existence du moment dipolaire. Cette propriété, donc cette forte polarité, elle va permettre notamment la dissolution des composés ioniques. Également, donc, on a la liaison hydrogène qui va être impliquée dans la dissolution des composés covalents, notamment les composés qui vont contenir des atomes d'hydrogène ou bien d'oxygène, à savoir les alcools, les acides carboxyliques, etc. Et donc, ce pouvoir dissolvant, il est dû à la possibilité aussi de former des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau et les composés qui vont dissoudre. On a aussi la deuxième propriété qui est l'autodissociation et les propriétés acido-basiques. Donc l'eau, elle est amphotère, elle est à la fois acide et base au sens de Bronsted. Donc elle peut donner ou bien capter des protons. Les couples acido-basiques que vous connaissez, donc pas la peine de détailler tout ça. Par ailleurs, l'eau présente également une propriété oxydoréductrice. Là, vous avez la réaction d'oxydoréduction du molécule d'eau. Elle peut agir comme oxydant via l'oxygène, donc il va passer d'un état d'oxydation de 0 à un état d'oxydation -2, ou bien elle peut avoir une propriété réductrice via l'atome d'hydrogène qui lui va passer d'un état d'oxydation de -1 à un état d'oxydation de 0, comme on a pu déjà l'expliquer. Le troisième point porte sur la purification de l'eau. La purification de l'eau est tout simplement l'opération qui va me permettre d'obtenir une eau dite pure. Il faut savoir que sous cette appellation plutôt, elle cache la notion de la qualité d'eau. Donc il faut distinguer par exemple entre l'eau potable, l'eau distillée, l'eau pure, l'eau ultra pure, et en fonction du besoin de l'utilisation auquel je destine cette eau, j'aurai besoin d'une eau de telle ou telle qualité. Généralement, donc, on peut parler d'eau pure qui va être destinée soit au laboratoire, soit aux industries, notamment l'industrie pharmaceutique. Et là, on ne va pas vraiment détailler, on ne va pas vraiment parler de la qualité d'eau.
on va beaucoup plus parler des différentes méthodes, des principes, différents principes qui vont me permettre de purifier l'eau. Il existe principalement trois principes, trois méthodes, à savoir la distillation, l'osmose inverse sous haute pression et enfin l'échange d'ions. Et en commençant par la distillation, c'est une opération qui va me permettre d'obtenir de l'eau dite distillée. L'eau, elle est tout d'abord évaporée. Le phénomène d'évaporation va me permettre de séparer l'eau des autres éléments qui la composent initialement, notamment les sels qui sont dissous. Cette eau qui va s'évaporer, elle va être recueillie dans un réfrigérant, et elle va se recondenser et donc elle pourra être recueillie sous forme de distillat. Cette méthode a l'avantage d'être simple, donc à mettre en place. Les dispositifs, les distillateurs d'eau sont des appareils qui sont un peu coûteux, disponibles un peu partout dans tous les laboratoires, notamment les petits laboratoires. Donc c'est une méthode qui est simple, mais elle ne permet d'obtenir que de petites quantités, de l'ordre de quelques litres par jour d'eau distillée. Autrement, elle serait très coûteuse. L'osmose inverse sous haute pression, là aussi le principe il est relativement simple. On va faire passer l'osmose, vous savez, c'est tout simplement le passage de l'eau du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré. Ça, c'est l'osmose. Dans l'osmose inverse, comme son nom l'indique, consiste à faire passer l'eau du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Comment ceci peut-il être possible? Tout simplement en exerçant une pression, qui peut être donc une pression mécanique, qui va faire en sorte que l'eau elle va passer du milieu le plus concentré au milieu le moins concentré. Enfin, la troisième méthode de purification de l'eau consiste à ce qu'on appelle l'échange d'ions. Cette méthode, elle me permet d'obtenir l'eau désionisée en faisant passer donc mon eau qui va contenir différents ions dissous. Ici, vous avez l'exemple du NaCl. Donc, j'ai une eau qui va contenir des sels dissous. Comment je peux m'en débarrasser? Tout simplement en faisant passer mon eau à travers une colonne. Donc, une colonne qui va contenir des résines dites échangeuses d'ions. On a deux types de résines. On a des résines qui sont cationiques et on a des résines qui sont anioniques. Les résines cationiques vont échanger leurs protons avec les cations qui sont contenus dans mon eau, et les résines anioniques, tandis que les résines anioniques vont échanger l'anion hydroxyle avec les anions qui sont contenus dans cette même eau. Une résine cationique tout simplement est une résine qui va comporter des groupements acides. Donc ces groupements acides vont permettre l'échange entre le proton et les cations contenus dans de l'eau selon cette réaction-là. Et les résines anioniques vont permettre donc l'échange des groupements hydroxyles avec les anions toujours contenus dans cette eau. Les résines seront par la suite saturées au fur et à mesure qu'elles vont être utilisées. Donc elles seront saturées et pourront donc être soit échangées, soit réactivées en fonction de la nature des résines. Les résines cationiques pourront être réactivées
par des solutions d'H2SO4, on va tout simplement permettre de réactiver, de réinsérer en quelque sorte les protons H+, sur cette résine, et les résines anioniques peuvent être régénérées donc en utilisant des solutions basiques, notamment les solutions de carbonate. Passons maintenant au peroxyde d'hydrogène. Donc le peroxyde d'hydrogène est un autre dérivé important de l'eau. Il s'agit donc de la molécule H2O2. La molécule H2O2, elle va contenir deux liaisons polaires OH, une liaison apolaire oxygène-oxygène, une liaison qui est faible, et un angle entre les deux plans de 111 degrés. Pour ce qui est des propriétés, il s'agit d'un liquide qui est incolore avec une teinte bleuâtre. C'est un liquide corrosif, il est visqueux, il est très soluble dans l'eau. Il est généralement utilisé sous forme de solution, donc dilué de 30 à 50%, appelé eau oxygénée. Donc c'est l'eau oxygénée que vous trouvez en officine, c'est l'eau oxygénée qui est utilisée pour la désinfection. Il faut savoir que le peroxyde d'hydrogène, donc quand on parle du réactif pur, un réactif est une substance qui est thermodynamiquement instable, avec une décomposition exothermique qui peut être assez dangereuse quand elle est concentrée. Et aussi le peroxyde d'hydrogène, comme vous le savez aussi, est une substance qui a un pouvoir très oxydant. On passe maintenant à un dérivé du soufre, le dérivé le plus connu, qui est bien sûr l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, qu'est-ce que c'est? C'est un acide, il se présente sous forme de liquide qui est incolore, il est dense, il est huileux, il est fumant. Et c'est un acide, c'est l'un des acides les plus communément utilisés. Et il s'agit d'un acide fort, diprotique, qui peut libérer donc deux protons. Voilà, pour obtenir deux séries, deux anions. Et ces anions, donc, si on procède par neutralisation, donc on peut obtenir deux séries de sels, les sels hydrogénosulfate et bien sûr les sulfates. Quelles sont les propriétés de l'acide sulfurique? Donc l'acide sulfurique est un acide oxydant, notamment quand il est oxydé, notamment quand il est concentré. Le pouvoir oxydant vient du fait du passage de l'état d'oxydation pour l'atome central de soufre. Donc l'atome central de soufre, il peut passer de l'état d'oxydation de plus 6 à l'état d'oxydation plus 4. Cette propriété, elle est accentuée par la chaleur. Là, vous avez un exemple de l'oxydation du cuivre par l'acide sulfurique. Et là, on obtient le sulfate de cuivre. Donc ici, le cuivre, il a été oxydé avec un passage de l'état d'oxydation de 0 à l'état d'oxydation plus 2. L'H2SO4 aussi, l'acide sulfurique peut être utilisé comme agent déshydratant, puisqu'il a une très grande affinité avec l'eau. Il est utilisé pour ce fait, il va être utilisé pour éliminer l'eau de nombreux composés. Et là, vous avez l'exemple du saccharose. Donc, le saccharose, on va procéder à l'élimination de tous les atomes d'hydrogène et d'oxygène sous forme d'eau pour obtenir uniquement du carbone. Enfin, l'acide sulfurique, il est utilisé en synthèse organique et aussi en synthèse de médicaments, comme vous pourrez le voir en chimie thérapeutique l'année prochaine. Donc, l'acide sulfurique sera utilisé comme agent sulfonant. L'acide concentré, il va être utilisé donc, pour remplacer un atome d'hydrogène, donc par substitution par un groupement sulfonique acide, le SO3H. Voilà.